Donc, Laurent, on est ici pour pouvoir mieux découvrir en fait la façon de fonctionner et en particulier les modalités de gouvernance de Martin Technologies. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire un mot sur qui tu es, avec quelle casquette là tu nous parles? Salut Mariam, donc je suis Laurent Bizien, je suis directeur général d'une PME proche Angevine qui s'appelle Martin Technologies, PME industrielle d'une centaine de collaborateurs. Et donc je te parle et je vous parle avec une dizaine d'années d'expérience maintenant d'une gouvernance qui a été modifiée au sein de notre entreprise pour aller vers la responsabilisation et l'autonomie de nos collaborateurs. C'est la façon dont on fonctionne maintenant et donc le chemin qu'on a emprunté depuis 2015 avec des expérimentations, puisque c'est un chemin qui n'a pas de fin, qui s'expérimente au quotidien et qui nous amène à évoluer en fonction de ce qui se passe dans les actualités internes ou externes. Et oui, le côté évolutif, effectivement, ça va aussi avec la vie de la structure. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse faire une forme en 3 temps, du passé, du présent et peut-être du futur. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu as envie de partager sur comment c'était avant qu'il y ait cette sorte de tournant là en matière de… Alors, quand on parle de gouvernance, on va se concentrer, en tout cas avant tout, sur la question de qui décide de quoi et comment. Et derrière ça, il y a plein de ramifications, bien sûr. Mais voilà, avant que ça change, c'était comment? Alors, je pense que ça a toujours un peu changé, mais on va dire qu'en termes de philosophie managériale, donc moi, je suis arrivé en 2013 dans l'entreprise. Donc, le mode de fonctionnement, donc c'était une organisation avec un président, un DG et un comité de direction constitué des 5 principaux managers de l'entreprise. Et donc, le mode de décision de l'époque, c'était des réunions de comité de direction. On avait un comité de direction à l'époque qui se réunissait tous les lundis et qui regardait l'ensemble des projets de l'entreprise et décidait finalement de tous les sujets de l'entreprise. Alors, avec un CODIR qui avait quand même vocation à plutôt être consultatif que réellement décisionnaire. Les décisions, déjà avant mon arrivée, c'était déjà le cas, mais c'était le binôme président-DG qui systématiquement tranchait, quoi. Voilà, on demandait, on proposait un sujet à la réflexion et tout le monde finissait par se tourner à un moment ou à un autre vers nous pour dire maintenant on fait quoi. Et en général, c'était entre le président et moi que la décision devait se prendre. Donc ça, c'est 2013. Et puis on a progressivement évolué assez vite puisqu'on s'est rendu compte que les problématiques auxquelles on était confrontés, notamment via des retours de notre baromètre social qu'on a fait en 2014, qui a fait apparaître une déconnexion importante, en tout cas perçue par les collaborateurs, entre le CODIR et le terrain. Ce qui remontait, c'était CODIR hors sol, complètement déconnecté de la réalité. Les décisions qui étaient prises étaient très dures à mettre en œuvre sur le terrain. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a revu nos modes de fonctionnement et surtout la décentralisation des prises de décision autour de rituels avec du management visuel, avec des rituels d'équipe, où on a, au fil des ans, ramené les prises de décision avec une logique hyper simple. C'est celui qui fait qui sait. Et puis, je ne prends pas de décision qui a un impact sur qui que ce soit sans qu'à minimum, j'ai consulté les gens qui vont être impactés par cette décision. Une fois qu'on a ces principes-là, ça nous permet de constituer de modifier progressivement les cercles de décision, les gens qui interagissent et qui prennent ces décisions. Donc, ça s'est fait vraiment progressivement avec les premiers rituels d'équipe en 2015 et puis pour aller vers, en termes d'horizon, je dirais 2017, une refonte intégrale de l'organisation de l'entreprise pour passer en mini-usine avec une décentralisation des décisions même commerciales au sein des mini-usines. Et puis, une liberté laissée de plus en plus grande aux équipes pour décider. Aujourd'hui, les équipes
décide de recruter, décide des investissements, elle décide avec quel client elle souhaite travailler ou pas. Donc on a laissé les équipes prendre ces décisions-là, dans la mesure où c'est elles qui sont directement concernées et impactées par les conséquences des décisions en question. Oui, c'est ça. Donc, cette logique de mini-usine, j'entends que là, elle est restée, elle s'est installée, en fait, dans votre mode de fonctionnement, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Depuis 2017, on a découpé l'entreprise. Donc, voilà, sur les 100 personnes, on a 90 personnes qui sont dans les mini-usines. Donc, on a découpé l'entreprise en 3 mini-entreprises où ça va du commercial jusqu'aux expéditions. Hein. Donc, vraiment, toutes les ressources nécessaires pour la prise de décision sont au sein de ces mini-usines. Et on va retrouver une dizaine de personnes qui sont les fonctions transversales, les fonctions support. RH, comptabilité, maintenance, HSE, direction, marketing, achat. Voilà, nous sommes au service des 3 mini-usines pour apporter nos compétences et nos expertises. Est-ce que ça veut dire que dans chaque mini-usine, la façon de se répartir les rôles et de prendre des décisions est différente? Ou est-ce qu'il y a finalement pas mal d'homogénéité entre ces 3 mini-usines? Le point de départ a été plutôt quelque chose d'assez homogène. Donc en 2017, quand on prend cette décision de revoir l'organisation, on l'a fait en mode projet. On était une quinzaine de personnes et on a décidé d'un squelette d'organisation type pour chacune des mini-usines avec les fonctions clés et au fil des ans, après, cette organisation s'est adaptée à la réalité rencontrée, quoi. Donc, on a toujours une organisation avec un responsable de mini-usine. Et puis après, les fonctions qui sont directement rattachées, nos mini-usines, ça va de 21 à 38 personnes. Hein. Donc, en termes de taille, c'est extrêmement variable. Et donc, après, l'organisation interne, les modes de décision sont propres à chacune des mini-usines et sont aussi propres à la personnalité des patrons de mini-usines. On s'est rendu compte que la couleur managériale est très liée à la personnalité du manager. Donc, avec un niveau d'autonomie, de responsabilisation qui n'a pas forcément toujours été le même en fonction de la maturité des équipes, la maturité du manager en question, même si la philosophie, l'axe d'autonomie et de responsabilité est le même, en tout cas l'intention est la même, la façon dont ça s'illustre et la réalité de la capacité de chacun à être responsable et autonome, on s'adapte aux uns et aux autres. Ce qui signifie que, du coup, vous, est-ce que en tant que fonction, quelque part, support ou de soutien, finalement, vous les avez laissés pousser dans la direction qui avait du sens pour eux. C'est bien ça? La direction, alors qui avait du sens pour eux, mais qui était aussi alignée avec une vision d'entreprise. Ok. On reste dans une logique, on a certes 3 mini-usines. L'enjeu global, ça reste Martin Technologies. Donc ça, c'est très clair depuis le début. Ça ne nous sert à rien d'avoir une mini-usine hyper performante si on en a 2 à côté qui tirent la langue et qui n'y arrivent pas. Parce que de toute façon, la réussite, ça reste la réussite de l'entreprise dans sa globalité. Donc, on a quand même une vision commune qui est très orientée autour de la pérennité, la durabilité de notre entreprise, de nos impacts sur la dimension sociale, sur la dimension environnementale. Et après, avec des particularités autour de cette vision commune, de décider de travailler plutôt avec tel ou tel type de client, d'adresser un niveau de performance de telle façon, de travailler avec plus ou moins de ressources. Donc ça, là-dessus, ils ont progressivement pris leur autonomie sur le sujet. Alors, je dis progressivement parce que ces transformations-là s'accompagnent. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, on leur a dit, bah, ça y est, c'est dans votre périmètre, vous vous débrouillez. C'est vraiment en mode, souvent, j'utilise l'illustration d'un parent avec son enfant qui apprend à faire du vélo. On accompagne jusqu'au moment où bah, on sent que l'accompagnement, limite, va être plus limitant qu'aidant. Donc, on est à côté, on se rend disponible. Encore aujourd'hui, moi, je reste voilà, très à l'écoute de ce qui peut se passer dans les mini-usines pour capter des signaux faibles, pour être capable d'alerter un manager de certaines situations que peut-être il ne perçoit pas. Et de venir me mettre à côté, soit en coaching, soit en intervention directe. Et puis, on est plusieurs dans l'entreprise à le faire de la même façon.
pour se mettre vraiment au service de la réussite des Minuit. Et Ouais. aujourd'hui, on est plutôt dans une posture, on attend d'eux qu'ils expriment des besoins pour intervenir. Idéalement, c'est que le niveau de maturité fait qu'aujourd'hui, ils sont capables d'exprimer un besoin d'assistance, d'accompagnement, et on va leur mettre après les moyens ou nos ressources à disposition pour les aider. Le fameux manager porteur d'eau, enfin, fameux en tout cas, voilà, une image qu'on peut utiliser souvent, ça pourrait être la direction qui porte l'eau, en tout cas qui apporte les ressources dont il y a besoin. Est-ce que c'est ça? Alors, ça fait partie des missions, mais j'ai pendant pas mal de temps plutôt œuvré vers ça, en me mettant en service complet des équipes et en décidant d'une certaine façon de m'effacer au profit des équipes. Et depuis, ça fait 2 ans en fait que j'ai retravaillé ma posture en comprenant que l'entreprise a aussi besoin de leaders qui, à un moment, vont regarder d'autres horizons. Et c'est plutôt là où aujourd'hui je me positionne. On vient de terminer un parcours avec la Convention des entreprises pour le climat. Je suis à l'origine de l'inscription de l'entreprise sur ce parcours-là. Donc, j'ai mis à profit le fait que je suis moins dans l'opérationnel parce que les équipes le gèrent très bien. Et donc, alors soit je me mets à leur service plein et entier et j'attends qu'ils me demandent de l'aide. Et normalement, si j'ai bien fait le boulot, ça ne doit pas trop arriver. Donc, la question se pose, à quoi sert un DG ou une autre ressource support dans un contexte où les équipes sont autonomes? Soit je mets à profit ce temps-là pour commencer à me mettre en veille, en éveil d'autres thématiques, d'autres enjeux peut-être, et me dire qu'est-ce que je pourrais apporter à l'entreprise pour nous aider à adresser ces enjeux-là. Et c'est dans cette logique-là que j'ai commencé à apporter mon regard sur des horizons beaucoup plus lointains. Aujourd'hui, je regarde les horizons à 2040, 2050, pour me dire comment on prépare l'entreprise pour le futur et pour venir apporter ça à l'intérieur de l'entreprise et auprès des équipes pour dire est-ce qu'on n'aurait pas de la sensibilisation à faire sur le climat, sur des enjeux de santé mentale, enfin, voilà, sur les signaux faibles qu'on peut capter à l'extérieur. Et ce que j'entends, c'est que c'est un savant mélange à la fois de disponibilité et en même temps de capacité à impulser et à regarder aussi, avoir une forme de prise de hauteur et qui a besoin dans ta posture à toi, en tout cas, d'avoir notamment ces 2 dimensions-là au quotidien. Tout à fait, une posture de porteur de sens, en fait. On peut capter tout un tas de signaux. Après, c'est quelle est notre capacité à les ramener dans l'entreprise, mais surtout à donner du sens. Le principe, c'est que si nous, fonction support, nous captons des signaux, qu'on les amène en disant il faut adresser ça, ça ne fonctionne pas. Si on veut proposer une thématique, il faut qu'elle nous touche, sinon on ne saura pas la proposer avec le sens, avec l'intensité qu'il faut. Et c'est à nous de mettre en posture d'explication et de donner du sens pour qu'on fasse comprendre au collectif que ce serait vraiment pertinent d'aller adresser telle thématique. Donc, on est plutôt dans un rôle, alors même si le terme n'est pas tout à fait juste, mais d'influence en fait. De dire, on a capté des signaux, voilà comment on les traduit, voilà comment on les décode pour l'entreprise. Comment vous accueillez ça? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est juste ou pas pour vous? Et si oui, quels moyens on peut mettre à disposition pour avancer dans cette voie-là? Et c'est comme ça que le sujet du climat s'est invité chez nous avec des parcours qu'on a proposés. Oui, effectivement, oui, ça me parle. Et du coup, ça m'amène justement à questionner sur le chemin, avant qu'on aille un petit peu plus sur ce qui se passe là aujourd'hui et puis ce qui pourrait se passer demain. Qu'est-ce que tu pourrais partager, en plus pour peut-être d'autres personnes qui sont dans des positions peut-être similaires à la tienne, sur le chemin qui a permis d'arriver jusque-là, c'est jamais fini. Qu'est-ce qui, en termes de posture, de méthode, de pratique, d'outils, a été le plus aidant pour arriver justement là où vous en êtes aujourd'hui en matière de modification dans votre gouvernance? Alors, l'élément qui me paraît fondamental, c'est la relation à la confiance. Mon parcours de vie perso
m'a permis de comprendre les phases de ma vie où on m'avait fait confiance et les phases sur lesquelles j'en avais pas eu, et ce que ça provoquait chez moi. Donc, voilà, en gros, quand on me faisait confiance, c'était extrêmement stimulant et puis j'avais plein d'idées. Et puis, dès lors qu'on m'a retiré cette confiance-là, je suis changé d'entreprise, je suis arrivé dans une entreprise où la confiance n'existait pas et ça m'a totalement éteint. Et d'ailleurs, j'ai fait moins de 15 mois dans cette entreprise parce que je me suis dit, ben, ma santé se joue là. Donc, il y a vraiment cette notion à la confiance, c'est de partir dans l'idée qu'on peut faire confiance à nos équipes. Et avec l'intention de leur laisser des terrains de jeu de plus en plus grands pour prendre des décisions, pour s'organiser, pour interagir. Donc nous, c'est passé beaucoup par les outils du Lean, le management visuel, la création de rituels d'équipe avec des indicateurs quotidiens, et de venir accompagner cette montée en compétences de nos équipes pour dire comment la journée de la veille s'est passée, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que la journée soit meilleure que celle qu'on vient de vivre, et de mettre les fonctions support vraiment dans des postures d'assistance des équipes opérationnelles, de celles qui créent la valeur, pour les aider à faire leur quotidien de façon la plus efficace possible. Donc, on s'est vraiment concentré sur les sujets du quotidien, hein, les petits cailloux dans la chaussure, la machine qui n'est pas au bon endroit, où on travaille avec des vieux outils, alors qu'en fait, si on avait un outil tout neuf, on gagnerait tellement de temps et surtout, on arrêterait de s'agacer de tous ces temps perdus. Donc, on s'est mis au service de nos équipes pour résoudre tous ces petits sujets-là. Ça nous a permis de gagner la confiance des collaborateurs, puisque je parlais de cette relation à la confiance. Je crois à la confiance a priori, mais ce que j'ai expérimenté, et c'est partagé avec nos managers, c'est que le manager, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il doit gagner la confiance de son équipe. Puis, il doit faire confiance à son équipe dès le départ, mais en général, il faut qu'il gagne la confiance de son équipe. Donc, c'est par des actions, du concret, des actions sans partir dans des choses extrêmement compliquées et surtout pas de sujets coûteux. Hein. Souvent, c'était de la sécurité, de l'organisation, de la facilitation. Ça nous a permis de gagner la confiance de nos équipes, de leur apprendre aussi qu'elles étaient capables de prendre des décisions au départ de périmètres assez réduits, parce qu'elles ont besoin aussi de gagner en confiance en elles, hein, parce que quand du jour au lendemain, on te dit vas-y, je te fais confiance, je te laisse décider. Quand ça fait 10 ans, 15 ans, quand tu dis surtout tu décides rien, il faut tout faire valider, en fait, c'est une injonction, mais ils ne sont pas capables de le faire, et c'est normal. Donc, c'est d'accompagner nos équipes à prendre des décisions, à les encourager, à autoriser qu'ils se trompent, et leur dire que ce n'est pas dramatique tant qu'ils apprennent et qu'ils sont capables de corriger ce qui vient de se produire. Et finalement, ça se fait petit à petit, quoi. Oui. Voilà, les équipes s'autorisent de plus en plus de périmètres importants. Jusqu'à, j'ai un exemple qui me vient en tête, un opérateur de production qui candidate pour être patron de mini-usine quand on a eu un poste qui s'est ouvert, quoi. Donc, c'est comment on libère la confiance des personnes pour qu'un jour, même elles s'autorisent à dire moi, je me verrais carrément piloter une mini-usine. Oh, c'est bon, ça. Ah ouais, ça, c'est assez incroyable. Ah ouais. Oui, d'accord. Donc, j'entends qu'il n'y a pas d'annonce, de grande annonce de voilà, maintenant, on va mettre un autre mode de fonctionnement en place et que ça se fait plutôt petit à petit. C'est ça? L'invitation, ce serait à surtout pas faire d'annonce parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Comme on est vraiment sur du facteur humain, il faut être sûr de l'envie des équipes d'y aller. Et d'une équipe à l'autre, ça peut être complètement changeant. Il faut être sûr d'être soi-même prêt à laisser. Donc, comment on apprend à lâcher prise? Moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça a pris des années pour lâcher de plus en plus prise et être totalement relax aujourd'hui. Quand on a des entreprises qui viennent nous visiter, je sers souvent de guide avec Stéphane, mon bras droit. On sert souvent de guide au groupe. Et quasiment à chaque visite, je découvre dans une zone qu'ils ont complètement changé de mode de fonctionnement. Okay. Et je le découvre en même temps que les visiteurs. Okay. Et plutôt que de m'agacer, au contraire, moi, ça me réjouit de me dire c'est bien, c'est en train de vivre, mais ça se fait vraiment dans la durée, par de l'expérimentation aussi. On vient se rassurer sur le fait que les équipes
pour 99% d'entre elles, elles n'ont qu'une envie, c'est que l'entreprise y arrive. Hein. Elles ne sont pas là pour saboter quoi que ce soit. Donc c'est de venir se rassurer autour de ça. Et puis, on laisse faire les sujets, finalement, au fur et à mesure. Et nous, on est venu parler de responsabilisation et d'autonomie, je crois que c'est que fin 2016. Ah oui, ok. Et c'était pour introduire le changement d'organisation pour passer en mini-usine. Ok. Donc, on est venu aller poser le fait qu'on voulait aller vers la responsabilisation et l'autonomie des équipes. Et en général, il n'y a pas grand monde qui est contre ça. Chaque collaborateur dit oui, qu'on me fasse confiance, ça me paraît normal. Donc, on venait poser ça, mais le fait de le dire, c'est comme quoi c'était important pour nous. Et donc, on allait travailler en mode projet sur le changement d'organisation et qu'on cherchait des volontaires pour le faire, etc. Ok. Ah oui, donc il y a quelque chose d'effectivement très, très progressif. Et alors, justement, ça nous donne déjà un aperçu de comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme exemple qu'on se rende encore mieux compte de la façon, alors tu n'es pas forcément au quotidien dans les mini-usines, mais en tout cas de ce que tu en perçois aujourd'hui, de la façon dont les décisions sont prises et dont les rôles s'organisent les uns avec les autres, pour qu'on puisse se rendre compte. Alors, je vais avoir différents niveaux, c'est ce que j'évoquais. Hein. À date, j'ai des équipes où c'est le chef qui décide et qui attendent qu'on leur donne le listing le matin pour savoir ce qu'elles ont à faire. Et j'ai d'autres endroits où le patron de mini-usine n'a pas besoin du tout d'aller voir puisque toute l'organisation de production va se faire par les équipes sur le terrain. Des exemples très concrets, ça va être tout un pôle d'impression qui va chercher les commandes clients et qui va décider à quel moment ils vont planifier telle ou telle commande, à quel moment ils vont faire leur production, comment ils vont s'organiser, est-ce qu'ils travaillent en équipe, est-ce qu'ils travaillent de journée, combien de personnes ils ont besoin, qui va travailler sur quelle machine. Là, j'ai un pôle de 7 personnes. Le manager n'intervient jamais. Il n'a pas besoin d'intervenir. Ils sont complètement autonomes dans leur gestion. Et si à un moment, il leur manque une ressource, peut-être qu'ils iront le solliciter pour dire Jérôme, ce serait bien qu'on recrute quelqu'un. Éventuellement, ils vont aller le solliciter. Et dans ce schéma-là, ils seront partie prenante dans le recrutement de la nouvelle personne. Okay. Donc, chez nous, quelqu'un qui doit rejoindre une équipe, à minima, il rencontre une partie de l'équipe pour être sûr que, en termes d'état d'esprit, ça va complètement s'intégrer. On peut avoir d'autres sujets, ça va être une mini-usine qui a besoin, pour des raisons de pénibilité de certaines tâches, par exemple, d'investir dans un nouvel équipement. Donc, ils vont créer une équipe projet constituée de différentes ressources. Nous, on se base beaucoup sur le volontariat. Donc, on va plutôt miser sur les gens qui ont envie. L'équipe projet va se constituer et va commencer à sonder les fabricants, c'est quoi le besoin. Éventuellement, ils vont venir sonder pour avoir la personne de la comptabilité dans l'équipe, une personne de la maintenance. Donc, c'est à eux d'aller chercher les experts dont ils ont besoin pour mener le projet à bout. Et moi, j'ai un exemple sur un équipement. On a investi pour 800 000 € dans une vernisseuse. Et moi, je ne suis intervenu qu'au moment de la réflexion sur comment on allait financer le bien. Je ne suis pas intervenu pour dire c'est OK, c'est pas OK. J'étais venu challenger la chef de projet pour m'assurer que dans les modes de calcul des ROI, ils n'étaient pas passés à côté de quelque chose. Donc, on est plus dans l'accompagnement de l'équipe pour ne pas passer à côté d'un sujet important que dans la prise de décision et dans la prise de responsabilité pour dire c'est bon, on y va ou on n'y va pas. Oui, OK. Ouais. Donc, oui, effectivement, ça permet de se rendre compte de façon très concrète. Et là aussi, et la réponse peut être probablement différente d'une mini-usine à une autre, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont un mode de fonctionnement qui a été formalisé ou est-ce que ils ont plutôt souhaité laisser ça comme quelque chose de plutôt informel, les circuits de décision et la répartition des rôles? Alors, chez nous, c'est plutôt informel, notamment parce que c'est mouvant. Comme c'est un chemin d'expérimentation permanent, dans une même mini-usine, on peut avoir plusieurs modes de décision différents. Ouais. Quelquefois même, c'est une équipe projet se constitue et on décide au sein de l'équipe projet comment ça va se décider. Est-ce que c'est à l'unanimité? Est-ce que c'est le pilote qui fait de la sollicitation d'avis mais qui prend sa décision après parce que c'est lui quand même le plus impacté?
Est-ce que c'est à la majorité? Voilà. Donc on va, sur certains projets, on l'adresse dès le début du projet pour être sûr de comment on va avancer. Bon, voilà, c'est quoi les modes de décision? Mais ces groupes-là vont se constituer pour finalement n'importe quel sujet, quoi. Alors, quelquefois, ils sont comme une personne. Des fois, là, voilà, la réécriture de la vision, on est 21 personnes sur les 100. Donc, on va avancer de façon complètement différente. Et à chaque fois, on vient questionner l'équipe en disant comment vous voulez qu'on décide là-dessus? Est-ce que c'est tout le monde qui décide? Est-ce que non, on confie ça à 5 volontaires qui vont explorer le sujet, et le dégrossir et nous le soumettre, quoi. Donc, on s'adapte complètement parce que les situations qui se présentent à nous sont souvent nouvelles. La façon dont on a géré le Covid, on a géré la crise Covid à 17 avec des sollicitations des collaborateurs après de façon permanente. La crise énergétique, ça s'est fait, on était 6 pour trouver des solutions pour acheter l'énergie un peu moins chère. Donc, en fait, c'est des cercles. Et puis, sans doute des dizaines et des dizaines de sujets dont j'ai totalement pas connaissance, qui se décident au quotidien auprès des équipes. Et oui, donc oui, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de diversité et je ne peux pas m'empêcher là aussi de me mettre à la place de personnes qui sont peut-être un peu sceptiques et de se dire, mais alors, si ce n'est pas écrit, comment on fait quand on n'est plus très au clair ou comment on fait quand on accueille une nouvelle personne pour lui donner les codes? Alors, on passe déjà beaucoup de temps dans le recrutement. À peu près 50% de notre processus de recrutement, c'est par rapport à la capacité de la personne à s'adapter dans notre mode de fonctionnement. Là où on en est aujourd'hui, ça a évolué au fil des années, bien entendu. Et de la même façon, la phase d'accompagnement dure quasiment 6 mois chez nous. Donc, en sondant de nouveaux collaborateurs, alors ce n'est pas quelque chose qu'on avait compris, c'est quelque chose qu'on a découvert progressivement. C'est qu'en moyenne, il fallait à peu près 6 mois aux personnes qui nous rejoignaient pour être capables de s'impliquer dans ce mode de fonctionnement-là, parce qu'elles avaient besoin déjà de maîtriser opérationnellement leur périmètre. Avant d'envisager s'impliquer dans d'autres projets, déjà maîtrisons le périmètre technique sur lequel on a été recruté. Et puis après, c'est cette implication dans les équipes projets notamment qui aide à comprendre comment les décisions se prennent. Et c'est aussi le rôle des pilotes et copilotes de projet que de venir inviter les personnes à s'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Moi, je peux avoir une personne qui a un intérim depuis 2 semaines. Si elle est dans une réunion, je vais aller la chercher pour avoir son point de vue. Donc c'est aussi plutôt dans les habitudes de ceux qui animent ces temps-là. On peut avoir plus régulièrement les managers qui pilotent souvent beaucoup de sujets ou les collaborateurs qui ont pris la compétence en pilotage de projet, qui vont avoir ce réflexe-là systématique de venir chercher absolument l'expression de tout le monde, soit en collectif, soit en individuel, puisqu'on a des personnes pour qui, au-delà de 6-7 personnes, elles n'arrivent plus à s'exprimer. Alors, on est très attentif à ça et on va les chercher après coup pour dire, tiens, voilà, tu t'es pas exprimé, non, je ne suis pas à l'aise, ok, qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait l'intégrer dans le projet. Donc, on vient aussi faire attention à tout ça. Et peut-être pour quand même donner des éléments, enfin chez nous, c'est pas non plus open bar, tout le monde fait comme il veut. On a posé un cadre à l'intérieur duquel chacun doit venir s'inscrire, donc qui s'appelle le cadre de vie chez nous, et qui est une formalisation de nos règles du jeu, de la façon dont on attend les interactions des personnes entre elles vis-à-vis d'un collectif. Et ce cadre de vie a été formalisé sur la base des valeurs qu'on construit avec les salariés. Donc, au-delà de dire responsabilisation, autonomie, confiance, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, voilà, si j'ai une problématique avec quelqu'un, je vais traiter la problématique avec la personne en question. C'est pas j'en parle à 3 autres personnes et que je vais missionner pour dire non. Par contre, si je ne sais pas m'exprimer auprès de la personne avec qui j'ai cette problématique-là, j'ai de l'assistance autour de moi, donc je vais chercher de l'assistance pour apprendre à le faire. Sur la base d'outils type communication non violente, par exemple. C'est des outils qu'on utilise pour la facilitation. Donc, on vient quand même s'appuyer autour d'un cadre qui, lui, est formalisé. Donc, chaque collaborateur a ce cadre-là qui lui est diffusé dès qu'il arrive dans l'entreprise.
la vision de la même façon, elle lui est expliquée. Et on lui dit, si tu respectes la vision et si tu respectes le cadre de vie, tu peux décider tout un tas de choses chez nous. Mais c'est Donc, ça. il y a quand même une part de formalisation, d'explication de nos modes de fonctionnement, même si c'est fluctuant, c'est agile, il y a quand même des règles qui sont, on dit vraiment ce qu'on pense, on fait attention à l'autre, voilà, c'est des règles de vie. Oui, alors justement, ce qui pose souvent question aussi quand on passe d'un mode de fonctionnement, par exemple, très hiérarchique à quelque chose de plus hybride, c'est mais est-ce que ça ne va pas générer plein de conflits? Pour beaucoup de gens, il y a cette image de, au moins, quand il y a un chef ou une chef qui décide, au moins c'est carré et c'est clair. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça? Oui, c'est carré, c'est clair quand on ne se met pas dans les sujets. Quand on regarde de l'extérieur, oui, c'est très carré, c'est très clair. En plus, c'est le chef qui décide. Et puis, si on va sonder les équipes, finalement, 80% de l'équipe n'est peut-être pas d'accord avec la décision. Et ce n'est pas carré et ce n'est pas clair du tout pendant des mois et des mois d'application de la décision. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui, pour moi, rend visible les interactions émotionnelles entre les personnes. Donc, oui, ça peut créer des zones où on se dit « Ah, mais ça va générer des conflits ». Mais en réalité, les conflits, ils sont là. Ils sont peut-être sous le tapis. Et puis, on prend toutes nos décisions au quotidien au travers d'une paire de lunettes qui est le cumul de tous les filtres de tension qu'on a avec les uns et les autres. Notre parti pris, c'est de dire quand on adresse la dimension émotionnelle, et quand on vient retirer ces paires de lunettes-là. Voilà. Si j'interagis avec toi et si on a eu une tension passée qu'on n'a pas réussi à traiter, je vais, Mariam, je lui en veux parce qu'il y a 10 ans, elle m'a dit ça, elle me dit plus bonjour. Si on va creuser le sujet en disant mais qu'est-ce qu'il y a concrètement, en quoi il y a des fondements et est-ce qu'on ne peut pas passer au-delà, si on arrive à le faire, on retire cette paire de lunettes-là et on est dans l'interaction plus sincère, plus authentique. Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça nécessite effectivement d'apprendre à gérer ça. Voilà, cette dimension émotionnelle, les potentiels conflits, nous on en a très peu. Par contre, des tensions, oui, on fait apparaître des tensions. Mais on les adresse. C'est pas on les laisse et ils vont se débrouiller entre eux. Non, on accompagne les équipes à être capables de venir poser. Et là-dessus, je trouve que la CNV, la communication non violente, c'est hyper aidant. Ça retire le débat du tu fais n'importe quoi. Non, on n'est pas dans le tu, on est dans le jeu. Voilà ce que ça provoque chez moi en termes d'émotion. Pourquoi ça me gêne, pourquoi ça me pose problème. Et si on veut se respecter, comment on peut faire ensemble. Donc, nous, ça nous aide à avancer. On a plus d'interactions directes. Ça peut prendre un peu plus de temps. Par contre, une fois que les sujets sont traités, ils sont vraiment traités. Oui, c'est ça. Voilà. Et ce n'est pas le conflit qui dure depuis 5 ans, dont on ne sait plus trop vraiment pourquoi, mais les deux personnes, on ne peut plus les faire travailler ensemble parce qu'elles ne veulent pas. Ou le manager qui a été maladroit, qui s'est exprimé auprès d'un collaborateur, il venait juste de raccrocher avec un client, c'était tendu, et il est sec. Si le collaborateur ose le lui dire, ce qui n'est pas facile, la façon dont ça s'est passé hier, là, moi j'ai été blessé, on traite le sujet tout de suite. Oui, c'est ça. Du coup, il y a presque un accélérateur de résolution de conflit. Là, autant que ça sorte, que ça émerge, qu'on le traite, et puis qu'après, on passera peut-être, si j'entends bien, à une autre situation de tension, mais on sait comment y faire face. En tout cas, on a des outils pour ça. Et on apprend à chacun à venir poser ces petites tensions intérieures. Et en général, quand on les pose au bon moment, ce n'est pas un gros sujet. J'ai été un peu froissé par la parole malheureuse que tu as eue à mon encontre. C'est pas ouais, il m'a mal parlé, c'était n'importe quoi. Ça devient ça au bout de quelques mois ou quelques années. Parce que finalement, l'histoire, c'est le petit vélo qui tourne et puis on finit par en faire une histoire qui est très, très loin de la réalité du moment. Sauf que ça vient après s'enrocher de toutes les petites tensions qu'on va rencontrer. Alors que si on le pose tout de suite, on dégonfle le sujet et on passe à autre chose. Et oui. Et alors, pour terminer avec, du coup, c'est passionnant, il y aurait plein de choses, mais du coup, j'ai là envie d'aller justement vers le futur.
Il y a sûrement des choses qu'on ne peut pas prévoir parce que c'est vivant, mais en tout cas, est-ce que tu as envie de partager quelques tendances de choses où tu te dis, ben là, je sens qu'il y aurait sûrement une évolution, une amélioration, où on se dit, ben ça, c'est vraiment important qu'on le continue. Voilà, il y a quoi comme perspective au jour d'aujourd'hui? Nous, dans les signaux qu'on a captés dans l'entreprise, mais en dehors, c'est l'impact de la santé mentale. On a décidé, d'ailleurs, on est 13 personnes maintenant secouristes en santé mentale. Donc, on voit que la dimension mentale, psychologique, humeur, état d'esprit prend beaucoup de place depuis le Covid. Ce qui se dit, c'est qu'on est, je crois, à 35% des Français qui seraient en difficulté psychologique. Forcément, avec tout ce qu'on vit entre les médias, les crises qui se succèdent. Donc, ces sujets-là, ma conviction, c'est que ces sujets-là vont prendre de plus en plus d'importance parce qu'il n'y a pas forcément les espaces pour évacuer et se dire c'est bon, c'est stable, l'avenir, il est connu. Je n'ai pas l'impression qu'on aille en plus dans la direction de la stabilité. Donc, ces sujets-là, à mon sens, vont prendre plus d'importance. Donc, si on a des équipes qui ne sont pas en capacité de capter des signaux, d'aller chercher de l'assistance ou de médier ou d'accompagner leurs collaborateurs, bah, ces situations de tension vont augmenter. Alors nous, on est très sensibles aux enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, toutes ces interactions. Les situations vont malheureusement, à mon avis, s'amplifier. Et ma conviction, c'est que l'entreprise est un espace relativement clos dans lequel on a un pouvoir d'impact assez fort. Et si ça pouvait, en tout cas, mon souhait, c'est si ça pouvait être une sorte d'îlot d'oxygène pour le plus grand nombre de nos collaborateurs, parce que on ne va pas se mentir, tout le monde n'y trouve pas son compte. Voilà. Mais en tout cas, que ce soit un îlot d'oxygène pour se dire, il y a un espace où je me sens en sécurité physique, psychologique, j'ai de l'écoute, j'ai de la bienveillance autour de moi, il y a un projet qui m'inspire, j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose et j'y trouve du sens. Bah, c'est peut-être une façon de réguler un peu toutes ces tensions-là. Et puis, voilà, de nourrir un rôle social pour l'entreprise qui, en tout cas, moi, qui me paraît important. Ah oui, c'est d'autant plus inspirant que pour encore beaucoup de gens aujourd'hui, quand on va travailler, il faut mettre peut-être des masques et renoncer à une partie de soi. Et là, j'entends que l'envie, le rêve, je ne sais pas, ou le projet, en tout cas, c'est complètement le contraire, justement. C'est de dire, au moins dans cet endroit-là, c'est safe. On s'attend à l'être, en tout cas. Tout à fait, oui. OK. Ah bah merci, en tout cas, merci beaucoup, Laurent, pour ces partages. C'est à la fois pour moi très, très enrichissant, mais aussi pour les personnes qui ont envie de faire évoluer les choses. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Et puis à très bientôt pour la suite, alors. À très bientôt.